Chroniques inutiles par Sid Vesper. Lu par l'auteur. Par ce texte, écrit au cours d'une journée d'hiver, la plus froide qu'a connue notre pays en ce début d'année, j'espère vous transmettre un peu de ma flamme pour ce plat divin qu'est le ramen. Retranscrire la musique vaporeuse qui s'exhale de mon bol dans la chaleur de ce restaurant où j'ai trouvé refuge, alors que par la fenêtre, le paysage se réduit à une ébauche sous les flocons de plus en plus épais, que la neige renforce son étreinte merveilleuse sur notre belle cité au ralenti. Les sons se sont tus, les autos reposent sous leurs édredons, les passants demeurent cloîtrés chez eux et la ville somnole, emmitouflée dans un trop grand manteau. Ma relation au ramen est assez différente de l'usage japonais qui l'a réduit, jusqu'à assez récemment, à un mets que l'on consomme sur le pouce. Pour moi, c'est un rituel, un rendez-vous très anticipé, en général 2 à 3 fois par mois. Mon exploration de ces saveurs est liée à un établissement fort réputé et qui par chance se situe à Boulogne, non loin de chez moi. Au printemps ou en automne, j'aime flâner un peu, prendre une entrée, des gyoza, peut-être un verre de highball, tout en guettant la serveuse, l'instant où elle soulève mon bol du comptoir. Je détourne alors la tête, faisant mine de n'avoir rien vu pour jouer la surprise quand elle le dépose face à moi et que le rituel débute. J'hume d'abord ces vapeurs, petites sources précieuses lotties dans mon bol, puis, délicatement, trempe ma cuillère pour goûter le bouillon. Alors, je la plonge une seconde fois, plus profondément, et asperge les menma, ces pousses de bambou, les kikuraje, des champignons noirs, puis l'œuf mollet, ici déjà coupé en 2. Puis je plante les baguettes pour déraciner quelques nouilles des tréfonds du bol, ces nouilles à la fois fermes et élastiques, dont la forme même est pensée pour accrocher la soupe. J'admire un instant leur pâleur jaunâtre rayonner à la surface du liquide. Cette teinte bien particulière est la signature alcaline de l'eau avec laquelle on a travaillé leur farine, le fameux kanzui, issu des lacs salés d'Extrême-Orient et qui donne au ramen cette patine un peu trouble, laiteuse et minérale, comme ces onsen fumants où je m'étais baigné, loin du monde, dans les montagnes perdues d'Hokkaido. Le moment où je mords dans le nori, cette feuille d'algue séchée, doit être stratégique parce que ses notes particulières réinitialisent mon palais. C'est l'équivalent du petit verre d'eau entre 2 gorgées de whisky. L'hiver, c'est un plat que l'on retrouve comme un vieil ami, en quête d'un peu de chaleur et de réconfort. Les clients, plus nombreux, forment une ligne et patientent à l'extérieur. Au Japon, il est impensable de manger un bon ramen sans avoir fait un minimum de queue. J'ai moi-même parfois attendu 20 à 30 minutes avant d'être accueilli par certaines des enseignes les plus fameuses, une pratique rare en France où l'idée d'attendre a quelque chose de dégradant. Mais j'aime cet instant suspendu à macérer sur le trottoir. Le froid sert alors de préambule. Il fait partie de l'expérience, soulagé que je suis lorsqu'on me fait entrer enfin et que la tiédeur moite de l'établissement me prend dans ses bras. Je commande tout de suite, sans même regarder la carte afin que le plat arrive vite et que je puisse profiter de la merveilleuse sensation du bouillon réchauffant mon corps transi. Les places au comptoir sont alors mes préférées, parce qu'elles ne sont pas très loin de la porte et ces langues de froid qui s'immiscent au passage des clients vous arrachent des frissons, mais des frissons de cheminée, de ceux qui ne durent qu'un instant et vous font apprécier davantage la chaleur de l'âtre accourant juste derrière. Les autres places, plus calfeutrées, vous engourdissent à cause de la vapeur des marmites, ce qui n'est souhaitable que dans le cas d'un ramen dégusté en groupe, assaisonné d'abondantes rations de saké.
Au contact chaud des bancs en cèdre ou tatamis en paille, on se laisse gentiment couler vers un état de langueur fort agréable. On rit, on déblatère, on dit des bêtises. Parce que le ramen est un plat qui se mange vite, il incite à boire plus que de raison. L'été, à l'inverse, le plat se déguste lentement, afin de laisser son corps s'acclimater à sa chaleur. Sans cela, on se retrouve en eau après seulement quelques lampées. La musique vaporeuse devient une sorte d'épreuve. L'équivalent gastronomique d'une purification par l'eau, une eau brûlante dans laquelle il est quasi impossible pour nous, pauvres occidentaux, de s'immerger. En me relisant, cela fait remonter le souvenir d'une soirée tokyoïte où, la veille de l'inauguration de son expo de peinture, nous nous étions laissés entraîner, mon ami Nicolas de Petris et moi, dans un sento, un petit établissement de bain de Ginza, fréquenté des gens du coin, et où la température de l'eau était réglée selon leur goût, c'est-à-dire assez haute pour pouvoir faire cuire un œuf. Je ne pus que m'y glisser jusqu'au nombril, alourdi par les trop nombreux verres de saké que je venais d'engloutir, et ressortais, après 2 ou 3 minutes, aussi rouge qu'une écrevisse. Nicolas, qui avait un temps vécu dans le pays, parvint à y rester un peu plus, mais il me confirma, en interrogeant la propriétaire, que c'était un lieu pour les habitués, et qu'entrer ici dans l'eau constituait pour beaucoup d'hommes, les anciens surtout, un témoignage de leur virilité. Et juste avant de poursuivre la vidéo, petit message de la régie publicitaire, sachez que j'ai fait quelque chose de pas très original. J'ai écrit un roman. Il s'appelle Médusa et c'est une dystopie féministe, noire, sensuelle et provocante. Dans une cité verticale où les femmes sont au centre de tout, idoles, juges, prophétesses et même bourreaux, notre protagoniste, Sid Vesper, qui gagne sa vie en fabriquant du rêve et en pliant l'opinion publique, se voit confier une mission pour Médusa, la plus éminente inspireuse de son temps, celle qui fascine les masses et sature les écrans par son absence. Sid pense avoir atteint les sommets de sa carrière jusqu'à ce qu'on lui remette ses ordres de mission confidentiels écrits par Médusa elle-même. « Délivre-moi, ne laisse point vivre la magicienne. » Et il comprend alors que cette proposition alléchante était en fait un bon gros sandwich au caca et surtout un terrifiant appel à l'aide. Médusa, c'est un thriller psychologique halluciné, le récit d'une obsession dévorante. Il se négocie pour 13 € sur Amazon et je vous mets le lien un peu partout en description sur la page de ma chaîne, etc. Bonne lecture, mais rappelez-vous bien d'un truc, vous n'êtes pas prêts. Le ramen n'est pour moi pas seulement un plat, c'est un catalyseur autour duquel tourbillonne un ensemble esthétique, que ce soit les tables en bois rustique d'un vieux restaurant, les bâches toutes embuées d'une gargote en bord de route, les menus plastifiés, presque vulgaires avec cette qualité d'impression souvent douteuse mais que j'aime tant. L'art des baguettes, puis enfin et surtout celui des bols. La plupart des restaurants, pour des raisons d'économie, se limitent à la céramique, usage que Junichiro Tanizaki déplore d'ailleurs dans son magnifique essai Louange de l'ombre, les reflets du bouillon ne révélant tout leur charme que grâce à la texture miroitante de la laque. Malgré cela, je n'ai guère souvenir de mon premier ramen. Je soupçonne qu'il coïncide avec l'époque de ma jeunesse où je commençais à travailler sur Paris. Les vrais restaurants japonais, fort rares en dehors de nos métropoles, limitant notre vision de cette gastronomie à des enseignes tenues par des Chinois où les plats, médiocrement identifiés par une lettre et un numéro, C5, B8, constituent une bataille navale un peu morose de sushi, maki, sashimi et autres yakitori. Je dus déguster mon premier ramen aux alentours de 25 ans. Pour preuve, je ne me souviens pas, lors de mon premier voyage au Japon en 2017, avoir ressenti une excitation particulière à l'idée de pouvoir en découvrir de tout type. Ma photothèque iPhone étaye cette idée. En fouillant bien, je n'y déniche qu'une seule photo,
tandis que l'album de mon voyage le plus récent en comporte des dizaines. Cette photo, je l'avais prise un soir à Hiroshima, ville où je venais de débarquer par bateau, fort triste, je me souviens, après avoir dit adieu à une femme rencontrée à Matsuyama, ville de la côte voisine. Une maîtresse d'école. Je me permets cette digression qui n'en est en fait pas une, car ce plat s'associe presque systématiquement chez moi à des visages de femmes, un orgue d'impressions et de souvenirs dont le bouillon, la petite musique vaporeuse dont je parlais, sert de fixateur. Or, travaillant ce texte, je me rappelle soudain, mon premier ramen était en compagnie de Carole, une jeune Parisienne, plutôt sophistiquée selon mes yeux de l'époque, qui m'avait entraîné à Opéra, quartier fort réputé pour ses restaurants japonais, avec la ferme intention de me faire découvrir la véritable gastronomie nippone à un âge où, je l'ai dit, ma vision s'en bornait aux poissons crus et brochettes citées plus haut. Carole allait devenir quelques années plus tard une artiste performeuse d'une compagnie de danse, Anabi, spécialisée dans le feu, les accoutrements étranges et dont les shows seraient toujours à cheval entre la cascade et l'érotisme. J'aime à croire que cette volupté que je ressens chaque fois que j'avale un ramen, ce musc un peu charnel que je flaire dans les vapeurs de son bouillon, je le lui dois. C'est un plat qui, dans ma vie, fait le trait d'union avec mes sentiments. J'en ai mangé en compagnie de femmes à qui je m'apprêtais à dire adieu, comme cette hongkongaise alors que nous nous trouvions à Osaka, dans un restaurant tenu par un couple de lesbiennes, et en dégustions une version particulièrement épicée. Une mauvaise idée, le ramen n'est pas conçu pour les au revoir, parce qu'il déteste attendre et doit se manger vite, beaucoup trop vite. Et après, que faire d'autre que de se regarder dans le blanc des yeux, comme deux âmes tristes ballottées dans le vacarme du izakaya. Malgré cela, je crois qu'il est impossible de sortir d'un ramen plus malheureux qu'on y est entré. C'est un plat curatif. Cette tiédeur brûlante émousse la peine et cette brûlure que l'on sent sur la langue attiédit nos larmes. Il se mange seul ou en groupe, mais jamais à deux. Surtout pas à deux. Car à l'inverse, pour l'avoir dégusté en compagnie d'amantes présentes ou futures, je ne saurais le recommander non plus à cause de cette tendance qu'ont certains chefs d'y ajouter de l'ail, et je ne parle même pas du risque de s'ébouillanter la langue, car toujours servi très chaud, afin de préserver ses arômes, un préambule peu souhaitable à une nuit d'amour. Le ramen est esthétique, mais certainement pas sexy. Un tue-l'amour, oserais-je même dire, pour nous autres pauvres occidentaux, guère rompus à l'usage des baguettes. Que dire donc d'un plat qui nécessite de faire usage actif de ses deux mains, l'une pour tenir les dites baguettes, toujours prêtes à se carapater, l'autre pour écluser le bouillon à l'aide d'une courte cuillère en bois. Si l'on ajoute à cela les projections liquides, presque inévitables, tout semble réuni pour un moment de malaise. Les Japonais, à l'inverse, semblent trouver dans cet art une forme de fétichisme. J'en prends pour exemple les mangas érotiques que je ramenais sans le savoir de mes voyages là-bas, dissimulés dans ces hebdomadaires pour jeunes adultes que j'achetais en guise de souvenir. Dans l'un d'eux, je découvrais ainsi l'histoire d'un homme et d'une femme, des collègues de retour d'un voyage d'affaires, s'arrêtant le soir dans un hôtel-restaurant où le dîner, la nourriture, servait de vecteur charnel, augmenté de ce bruit typique de succion des nouilles. Une vraie curiosité nippone, et combien de fois me suis-je assis là-bas, guettant autour de moi ces jeunes filles aux visages innocents, ces femmes d'affaires distinguées portant des tailleurs de marque, combien de fois ai-je guetté le moment où le bol, apparaissant devant elles, je songeais avec force « Elles vont pas le faire, impossible, pas elles !» Et pourtant, chaque fois, la chose se reproduisait. Cette succion bruyante et humide qui, en France ou n'importe où ailleurs, je crois, leur vaudrait des regards désapprobateurs, mais passerait ici pour une forme d'impolitesse si elle ne se faisait pas entendre et pour cause, le fait d'aspirer ainsi
permettrait de faire remonter les arômes et apprécier pleinement toute la saveur de la préparation. Alors, tandis qu'à travers le carreau du restaurant, la neige continue de s'abattre sur la ville, je songe que, pour toutes ces raisons, je reste encore fidèle à ce plat, hypnotisé par sa petite musique vaporeuse vieille de plus d'un siècle, en 1910, année où le premier restaurant de ramen aurait vu le jour dans le quartier d'Asakusa, aujourd'hui l'un des hauts lieux du tourisme tokyoïte, puisqu'il abrite entre autres le Sensoji, plus ancien temple bouddhique de la ville, mais à l'époque un lieu de plaisir du petit peuple. C'est à Sanyan, situé non loin, que se rendent les protagonistes du roman de Yukio Mishima, Ongak, à la recherche d'un homme tombé dans la déchéance, le frère d'une femme qui ne parvient à atteindre l'orgasme. Frigide, elle désigne pudiquement son mal sous un terme bien précis, une incapacité à entendre, je cite, la musique. Pour ma part, j'espère par ce texte en avoir fait jaillir quelques notes.